Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se plonge dans la vie fascinante et vraiment complexe de Whitney Houston, la voix. On se base sur un documentaire assez révélateur. Oui, Notre but, c'est d'explorer son ascension incroyable, ses succès, mais aussi de comprendre les failles, les combats derrière l'icône, tels que présentés dans cette source. absolument. Et ce contraste entre la lumière et l'ombre, il est frappant dès le début, en fait. C'est ça. Tout commence à Newark, New Jersey, un milieu musical très riche dès l'enfance. Sa mère, Cissy Houston, grande chanteuse de gospel. Oui, une référence. Voilà. Et puis Aretha Franklin, Dionne Warwick dans l'entourage. Mais la source insiste aussi sur une formation vocale intense, parfois même un peu tendue avec sa mère, et une éducation religieuse très forte, Ah oui, ça l'a marqué. profondément. Cette dualité entre le talent brut et une certaine pression peut-être, le documentaire montre bien qu'après le divorce difficile de ses parents, euh, elle part. Oui, elle quitte la maison à 18 ans avec son amie Robin Crawford, c'est un moment clé. Hein. Et juste avant, la musique, il y a eu une petite carrière de mannequin, pas rien d'ailleurs, première femme noire en couverture de Seventeen. C'est vrai, important pour l'époque. Carrément. Et là, en 83, la rencontre décisive. Clive Davis la découvre. Et c'est parti. L'ascension est fulgurante avec le premier album. Et ce clip How Will I Know, le documentaire souligne son impact sur MTV, ça a vraiment ouvert des portes pour les artistes féminines afro-américaines, non? Exactement. C'était pas juste un hit, c'était un symbole, une brèche. Et derrière, ce record incroyable, 7 singles numéro 1 d'affilée. Dingue. Elle devient une icône pop mondiale et elle s'engage aussi, elle soutient Mandela. Et puis bien sûr, l'hymne national au Super Bowl 91, C'est un moment historique. en pleine guerre du Golfe. Hum. Un moment gravé. Mais voilà, la source explore aussi l'autre côté, les rumeurs sur sa relation avec Robin Crawford, persistante. Le documentaire utilise ce terme, dissonance cognitive. C'est-à-dire? La difficulté de concilier l'image publique très attendue, très lisse, et une vie privée, peut-être plus complexe, surtout avec son bagage religieux. D'accord. La pression de l'image. Énorme. Et c'est dans ce contexte, en 89, qu'elle rencontre Bobby Brown, le bad boy du R&B, mariage en 92. Et là, une nouvelle dynamique s'installe. Oui, complexe. La source décrit une attirance très forte au début, mais aussi, rapidement, semble-t-il, une forme de jalousie de Brown face à son succès à elle, qui était stratosphérique. Et le documentaire suggère même un rôle dans son rapport aux drogues. La source l'évoque, oui. Ou disons un environnement où la consommation était là, dans leur couple. C'est suggéré. Pourtant, c'est pile à ce moment-là qu'elle explose au cinéma. The Bodyguard, 1992. Triomphe absolu. Le film cartonne et la BO. I Will Always Love You, la bande originale la plus vendue de tous les temps. C'est juste phénoménal. Un sommet incroyable, Mais qui cachait déjà une descente. oui, c'est ça qui est tragique. Les problèmes de dépendance s'installent, s'aggravent. Cocaïne, médicaments, alcool. Le docu parle vraiment de codépendance avec Bobby Brown et ça commence à se voir sur sa carrière. Les annulations, les rumeurs. Sa voix aussi. Oui, sa voix change, elle est moins fiable. C'est douloureux. Il y a quand même eu cette tentative de retour, non? My Love is Your Love en 98. Ça avait bien marché, ça. Oui, c'est vrai. Un sursaut artistique, un son plus moderne. Mais les problèmes personnels, eux, ils restent. Robin Crawford, son ami, son soutien de toujours, quitte son équipe. Un coup dur, ça. Certainement. Et puis, le conflit avec son père, John Huston, sur l'argent, très médiatisé, très moche, ça a dû la détruire. Et ça explose publiquement avec l'interview de Diane Sawyer en 2002. Cette phrase terrible, « crack is whack ». Elle semblait si fragile, si perdue. Et après ça, la télé-réalité Being Bobby Brown, en 2005. Ah oui, ça n'a pas aidé son image. Pas du tout. Ça a même beaucoup terni l'icône. Le divorce avec Brown arrive en 2006. Mais le mal est fait, en quelque sorte. Les dernières années, c'est une lutte constante. Oui. Il y a l'album I Look to You en 2009, puis la tournée de 2010, très critiquée. Les images de sa voix défaillante, c'est difficile à regarder. Pourtant, le projet du film Sparkle semblait la relancer un peu, lui redonner de l'énergie. Oui, un projet plus positif. Et puis sa dernière apparition, quelques jours avant sa mort, où elle chante Jesus Loves Me. C'est poignant, rétrospectivement. Et la fin tragique. Le 11 février 2012, retrouvé dans sa baignoire. Noyade accidentelle, oui, mais le rapport mentionne une maladie cardiaque et les effets de la cocaïne. Un cocktail fatal.
Et le drame se répète presque avec sa fille, Bobby Christina, en 2015. C'est terrible. Un destin vraiment hors norme. Une voix unique qui a touché des millions de gens, qui a ouvert des portes, mais une vie personnelle brisée. La dépendance, les relations toxiques, la pression. L'héritage musical, lui, il est immense, intouchable. Son talent, son charisme, c'était indéniable. Mais ce que la source met vraiment en lumière, c'est cette insécurité en fait. Une insécurité profonde, presque paradoxale vu son statut. Et c'est peut-être ça la question la plus troublante que soulève le documentaire au final. Comment une artiste aussi adulée, avec un don pareil, pouvait-elle, comme certains témoignages le suggèrent, douter autant d'elle-même, au point de ne pas sembler voir sa propre grandeur? Ça interroge vraiment sur ce que c'est que la célébrité et le besoin de validation.